Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir au public du Gazette Café où se déroule ce café santé, animé par Radio Aviva en partenariat avec Aesio Santé, avec un sujet qui est vraiment un sujet important pour beaucoup de nos concitoyens, puisque si on prend les chiffres de la CPAM, 11 millions de personnes souffrent de migraines, soit 12% des adultes, 5 à 10% des enfants, avec les femmes qui sont 2 à 3 fois plus touchées que les hommes, mais il n'y a pas de justice. Alors, c'est une pathologie complexe. Nous allons voir à quel point elle impacte le mode de vie, à quel point elle impacte la vie au travail, à quel point elle impacte les familles également. Et une pathologie extrêmement importante. Et pour cela, nous allons avoir deux voix importantes. Le spécialiste neurologue diplômé de l'Université de Montpellier. Et vous êtes je vais commencer par Nicolas Gaillard. Vous êtes neurologue et vous gérez une consultation santé, notamment à Languedoc Mutualité. Exactement, bonsoir Perla, bonsoir à tous. Je suis docteur Nicolas Gaillard, neurologue, et sur le sujet qui nous intéresse ce soir, la migraine et les céphalées. Donc effectivement, on a une offre on développera un petit peu au sein du territoire de santé, ciblée sur la migraine avec des consultations dédiées et un hôpital de jour également. Donc, à la clinique Beau Soleil, alias l'Institut mutualiste montpelliérain, il est important qu'on prenne l'habitude de donner le nouveau nom. Et donc, c'est un point important. Et nous verrons tout à l'heure avec vous, docteur Gaillard, un peu les causes et puis la fréquence aussi de façon plus affinée qui est touchée. Et puis, quelles sont les solutions, puisqu'on est là aussi pour faire entrevoir des voies de sortie pour les gens qui souffrent de migraines. Et puis, il est toujours important d'avoir la voix des patients avec ce qu'ils vivent, ce qu'ils en savent. Et pour cela, c'est Myrène Beaxetegui. Je me suis risquée. J'espère que tous les Basques de la Terre qui nous écoutent ne vont pas nous en vouloir. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, tout à fait. Bonsoir, Perla. Je suis sauvée. Donc, vous êtes, patiente, frappée de migraine et vous avez créé une association. Vous présidez une association. Alors, je ne l'ai ni créée ni la préside. J'y suis bénévole depuis 3 ans et elle existe depuis 5 ans. Elle a été créée, par contre, par 4 migraineux. C'est la voix des migraineux, c'est ça ? Avec, on verra comment votre association agit et comment elle peut aider et soutenir, je suppose, les migraineux. Exactement. Donc, c'est important d'avoir votre témoignage. Et puis, dans la dernière partie de ce café, on pourra donner la parole au public avec, si vous avez quelques questions à poser, pas une seconde conférence, mais quelques questions à poser, vous pourrez les poser. Alors, je commence par vous, Nicolas Gaillard. Vous êtes donc neurologue et j'aimerais que vous nous disiez un petit peu les sources des migraines. Hein. Ce qu'on sait, on en sait un peu plus. Et puis, est-ce que vous confirmez ce chiffre d'épidémiologie qui est énorme ? Oui, alors je confirme, vos sources sont très fiables. On est à peu près à 10 millions ou 11 millions de Français migraineux. Et donc, si on prend la population adulte entre 20 et 60 ans, la proportion, la prévalence de migraine, c'est de l'ordre de 20 à 30%, c'est très fréquent. Et donc, ça cache en fait plusieurs migraines. Il y a des migraineux et des maladies migraineuses, des maladies qui sont peu sévères, peu invalidantes, et un certain nombre de patients, de proportion, ont des maladies migraineuses très actives, beaucoup plus sévères. Notamment la maladie migraineuse chronique qui représente à peu près 1 patient sur 10, soit environ 1 million de patients en France. C'est extrêmement important. Et quel est le seuil quand on dit on est de la migraine ou maladie migraineuse chronique ? C'est une fois par semaine ? C'est quoi ? Alors, la maladie migraineuse chronique, c'est quantifié par au moins 15 jours de maux de tête par mois, dont au moins dans ces 15 jours de maux de tête, 8 jours de migraine par mois. Ça, c'est la définition internationale consensuelle qui définit la migraine chronique. Il y a des formes transitionnelles entre ce qu'on appelle la migraine épisodique, qui peut survenir plusieurs fois par an, plusieurs fois par mois, et qu'on appelle la haute fréquence, et qui est une maladie proche, transitionnelle et proche de la migraine chronique. Donc si on étend à ces patients-là, ça fait un volume de patients impactés très important.
Donc, pour les gens qui nous suivent en vidéo, pour nos auditeurs à Montpellier, Nîmes et Perpignan, il faut prendre conscience que c'est quelquefois un jour sur deux quasiment. Exactement. On a des patients qui sont tous les jours en état céphalalgique, douleur, maux de tête permanent. Et la plupart ont, dans la migraine chronique, ont 15 jours, 20 jours, 25 jours au compteur chaque mois, pendant plusieurs mois consécutifs, voire plusieurs années. C'est tout à fait important et invalidant. Alors, quelles sont, docteur Gaillard, les conséquences sur la vie quotidienne, la qualité de vie, la vie professionnelle? Alors ça, c'est Myrène qui va peut-être nous l'expliquer. Vous m'avez aussi posé la question des causes, des mécanismes de la migraine. Alors c'est aussi pour ça qu'un neurologue est invité ce soir. Et on insiste beaucoup sur ça. C'est que la migraine est une maladie du neurone. C'est une maladie neurologique. C'est la première en fréquence devant l'épilepsie et l'accident vasculaire cérébral. C'est les trois thématiques les plus fortes. Sur lesquelles je suis soignant en tant que neurologue. Donc la migraine est une maladie du neurone. Le neurone a une configuration particulière et il est soumis à une excitabilité anormale avec un seuil de déclenchement un peu en miroir de l'épilepsie. C'est des maladies qui sont liées à des canaux ioniques dans le neurone qui sont dysfonctionnels, liés à un poids génétique qui est très important. Donc c'est une maladie polygénique. On compte environ 150 gènes qui peuvent contribuer à la maladie polygénique, ce qui veut dire qu'il peut y avoir plusieurs types de gènes impactés qui provoquent la migraine. Alors on ne sait pas tout, mais on sait qu'il y a des gènes de susceptibilité, qu'il y en a environ 150 aujourd'hui, qui se combinent variablement pour donner cet aspect migraineux également qui est très variable. Un facteur génétique, donc les familles de migraineux, bon, c'est vrai qu'il y en a. Si les parents sont migraineux, on ne l'est pas forcément. Alors, on ne l'est pas forcément, heureusement, mais c'est très héréditaire. Donc, il est très fréquent que dans sa famille au premier degré, c'est-à-dire frères et sœurs, parents, éventuellement saut de génération, grands-parents, on a un ou une migraineuse qui a transmis une partie des gènes, mais en fait, il y a une redistribution à chaque génération, ce qui explique qu'on peut avoir une migraine familiale d'expression variable en fonction de chacun et des frères et sœurs qui ont des migraines plus ou moins sévères. Alors, est-ce que l'environnement peut jouer l'émotion dans les déclenchements ou dans l'étiologie? Alors voilà, le poids génétique de la migraine, on l'estime à 50% à peu près. Oui. Et le reste est lié à l'environnement et au mode de vie. Alors il y a des facteurs bien identifiés qui aggravent la migraine, qui déclenchent des crises, sont des déclencheurs et qui peuvent aussi précipiter la migraine dite épisodique dont on a parlé vers une migraine plus chronique, en forme transitionnelle, parfois à haute fréquence. Ces facteurs sont le stress chronique, les troubles du sommeil, au sens large, en particulier l'apnée du sommeil, le surpoids, la prise de certains médicaments, la consommation excessive d'antalgiques et de certains antalgiques en particulier qu'on évite dans la migraine. Certains aliments ? Certains aliments, mais le niveau de preuve scientifique est discutable, on ne sait pas exactement. C'est pas avéré. On suspecte l'excès, c'est-à-dire au-delà de 5 équivalents unités de café par jour. On suspecte les sulfites, on suspecte l'alcool. Et en fait, on a des réponses variables en fonction des migraineux, mais ils se connaissent parfaitement en général quand on est dans ces maladies. Et ils peuvent le dire eux-mêmes. Quels sont les aliments, parfois, les aliments extrêmement riches en sucre, rapides également, peuvent déclencher. Docteur Gaillard, l'aspect hormonal au moment des règles, etc., est-ce que c'est quelque chose qui peut jouer? Alors, c'est un facteur majeur, ce qui explique très probablement la très grande différence d'expression de la migraine entre les femmes et les hommes. Les femmes, on a dit, c'est 3 femmes pour un homme environ. Le pic d'expression de la migraine, c'est à 40 ans. Et chez la femme, on sait tous, plus ou moins, qu'il y a un cycle hormonal menstruel qui favorise l'émergence des crises. On sait aussi que la grossesse est une période d'amélioration chez la plupart des femmes migraineuses et qu'elle revient malheureusement assez souvent. Elle se déclenche assez souvent également après un accouchement, un premier ou un deuxième. Donc le facteur lié notamment aux variations d'estrogène est très importante. Le dernier élément sur les hormones, c'est que ça laisse un espoir, mais pas pour tous ou toutes, c'est que la ménopause est accompagnée en général d'une atténuation et d'une extinction de la migraine chez la plupart des migraineuses. C'est ça. Alors, vous évoquez les abus médicamenteux? Alors, les abus médicamenteux, on n'utilise plus ce terme, on parle de surconsommation, parce que dans le terme d'abus, il y a un côté culpabilisant. Finalement, les patients qui sont en surconsommation sont victimes de leur maladie. Leur pathologie, exactement. Bien sûr. Donc on parle de surconsommation qui sont définis par des seuils, qui ont été définis, comme souvent en médecine, par des seuils au-delà desquels on observe des pathologies plus graves, plus sévères,
Et on sait également, scientifiquement c'est prouvé, qu'il y a une aggravation chez certains patients des céphalées qui sont induites par la consommation excessive d'antalgiques. C'est ça. Donc, c'est important. On verra tout à l'heure, si vous le voulez bien, si, selon l'étiologie, vous avez plus d'impact ou plus de chances de succès ensuite dans les traitements et les perspectives d'amélioration. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle avec vous, justement, Myrène, de l'impact des migraines, d'abord dans la vie personnelle, familiale, professionnelle. Oui, alors la migraine, effectivement, elle impacte tous les pans de la vie. Il n'y a rien qui est laissé de côté. Moi, je suis migraineuse depuis l'âge de 8 ans et j'ai 48 ans aujourd'hui. J'ai connu quelques répits dans ma vie, mais quand je dis répit, je pense que j'étais dans des zones épisodiques dont a parlé le docteur Gaillard. Donc, ça me paraissait rien du tout par rapport à la période chronique que je vis là depuis 10-12 ans, par exemple. Et l'impact, il est tel que, par exemple, me concernant, j'ai dû quitter mon emploi il y a un peu plus d'1 an. Alors, je suis en quête d'une reconversion, mais trouver un emploi qui corresponde aux migraineux, c'est une question qu'on reçoit souvent via nos réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que je peux faire comme travail si j'ai des migraines ? C'est très compliqué. Alors, c'est quoi ? Ça veut dire un emploi où on peut s'arrêter régulièrement ? Alors, un emploi où, en effet, soit on a la chance, et on a certains bénévoles qui ont cette chance-là d'avoir un employeur qui trouve des aménagements du temps de travail, des aménagements d'espaces de repos, par exemple. Mais c'est vrai que le télétravail a pu aider beaucoup de gens parce qu'il nous arrive de pouvoir travailler devant un ordinateur avec un filtre spécial sur l'ordinateur. J'allais dire, la lumière de l'écran ne vous gêne pas ? J'ai un filtre installé sur mon ordinateur qui donne une lumière assez jaunie et qui me permet de travailler. Alors, à l'heure actuelle, je travaille beaucoup pour l'association La Voix des Migraineux, mais qui me permettait de travailler par ailleurs sur d'autres sujets. Alors, à 8 ans, qu'est-ce qu'on comprend quand on est migraineux à 8 ans ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Alors, quand on est migraineux à 8 ans, on ne le sait pas. Et les parents non plus, d'ailleurs, surtout à mon âge, on ne le savait vraiment pas. En fait, quand on est migraineux à 8 ans, il arrive parfois qu'on ait des crises sans céphalée, mais qu'on se rende compte qu'un enfant a des difficultés avec la lumière. Dès qu'il a des montées de stress ou d'euphorie, il va d'un coup se sentir un peu moins bien, un peu fatigué. Et puis, moi, j'ai eu des maux de tête qu'on a traités avec de l'aspirine. Il n'y avait que ça à l'époque. Et je me souviens très bien que, par exemple, quand j'étais en CM1, au début de mes migraines, il y avait un lit de camp installé dans la bibliothèque de l'école pour Myrène, la petite qui avait des maux de tête. Voilà. Alors, Mireille, Béatrix et Guy pouvaient aller se reposer à la J'ai eu de la chance uniquement en CM1, pas les autres années, non. D'accord. Donc, c'est rare, ça, quand même. C'est exceptionnel. J'ose espérer qu'aujourd'hui, on progresse un petit peu là-dessus. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, par exemple, à l'association, d'essayer de sensibiliser le milieu de l'école pour pouvoir repérer les enfants migraineux. Je voudrais qu'on dise un mot de votre association, La Voix des Migraineux. Vous êtes bénévole. Vous faites de la sensibilisation auprès des patients, également auprès des employeurs, auprès de Pôle emploi. Comment ça se passe ? Comment vous arrivez à sensibiliser au fait qu'il faille adapter un poste de travail, par exemple ? Alors, on essaie de sensibiliser essentiellement via nos réseaux sociaux et notre site internet, qui est un site assez dense et fourni. Oui. Ensuite, avec nos moyens, c'est-à-dire que nous ne fonctionnons qu'avec les adhésions qui sont à 5 € et nous avons malheureusement très peu d'adhérents en proportion du nombre de patients dont vous venez de parler, enfin du nombre de migraineux en tout cas en France. Si on avait plus de budget, nous pourrions toucher les médecines du travail, nous pourrions toucher des zones qui seraient beaucoup plus porteuses pour pouvoir passer le message de la migraine à tous les niveaux, dans le travail, à l'école, dans les facultés et puis dans les vies personnelles. Donc, avis aux migraineux qui nous écoutent. Tout à fait. Adhérer à l'association pour qu'elle puisse intervenir. Alors, il y a un poids, bien sûr, dans les jours pour l'absentéisme, c'est quand même pas difficile. C'est difficile à gérer. Alors, en fait, il y a 2 situations. Il y a celle que j'ai vécue et que beaucoup de migraineux vivent ou vivent encore, c'est-à-dire on masque la migraine, on vient travailler, on n'est absolument pas à 100% de nos capacités, on est gêné, on est ralenti dans un brouillard mental, on manque de concentration.
Mais on vient travailler parce qu'il y a les jours de carence, par exemple, si on n'est pas reconnu en affection longue durée. Et puis, il y a cet absentéisme et la stigmatisation de la migraine. La migraine, elle est encore vue comme ce petit mal de tête où tu peux prendre un Doliprane et ça ira mieux après. On n'imagine pas l'intensité du mal. Exactement. Et en fait, les collègues, voire les employeurs, peuvent d'un coup nous juger en se disant, dis donc, elle ne traite pas son mal de tête, rentre chez toi. Voilà. Ce genre de choses n'est pas très facile à entendre pour un migraineux et surtout pour un migraineux qui s'ignore. Parce que moi, je reconnais que pendant des années, je ne mesurais pas du tout que j'avais une chronique. Maladie. Voilà, c'est ça. C'était juste des maux de tête en passant, mais pas une pathologie. Des maux de tête très forts avec énormément de symptômes, mais je ne faisais pas un lien global. Et ça fait seulement 3 ans depuis que j'ai rejoint la Voix des migraineux que j'ai compris ma maladie. Alors, un aspect invalidant quand même de la maladie, hein, c'est important de le dire. C'est une qualité de vie qui est vraiment dégradée quand même, c'est fréquent. Qu'en est-il du lien avec l'environnement, la famille ? C'est très difficile pour les proches. On a d'ailleurs créé un groupe sur Facebook pour les aidants de migraineux. Les proches en pâtissent d'abord parce que, une fois de plus, le migraineux lui-même parfois n'a pas appris sur sa maladie. Soit les médecins ne lui ont pas expliqué, soit il n'a pas trouvé l'information. Une fois qu'il apprend, il l'explique aux proches. Encore faut-il que les proches soient ouverts à cela. Oui. Voilà, il arrive qu'on a beaucoup de témoignages de patients qui sont isolés, qui ont perdu leur conjoint, dont les enfants ne comprennent absolument pas ces absences au repas de famille, cette gêne, cette demande de baisser la lumière ou de baisser le son. Et il y a un isolement qui est extrêmement fort chez les migraineux. C'est resté dans l'inconscient collectif que c'est une façon de se débarrasser de quelque chose, de ne pas venir à un repas de famille. Oui, voilà, c'est un peu un faux prétexte. Quoi. Exactement, voilà. On invente le mot migraine et puis... C'est resté... ça reste encore. C'est resté vivant. Et ça a la peau dure, oui. Donc, vous sensibilisez, si je comprends bien, sur les réseaux sociaux, le grand public, les patients eux-mêmes qui ont une migraine. Et puis, également, vous essayez d'avoir un lien avec des employeurs, enfin, à travers les réseaux, toujours. Alors, c'est toujours à travers les réseaux. On a des souhaits de projets comme ça, de se rapprocher, comme vous le disiez, de Cap Emploi, de Pôle Emploi, etc. Bien sûr. Cependant, ce ne sont pas des choses faciles. Nous avions des entrées au ministère, mais comme il y a des changements de gouvernement réguliers, il est difficile de conserver un lien sur une pathologie. Il y a beaucoup de pathologies qui ont besoin de faire parler d'elles. Mais cette maladie, elle a un impact économique qui est énorme en France, dans le monde, sur le nombre d'arrêts maladie causés, sur l'absentéisme au travail, sur l'absence de productivité, puisque c'est ce que les employeurs recherchent. Et en fait, si on pouvait, par exemple, avoir bien plus accès à des traitements tous remboursés, les migraineux rateraient beaucoup moins le travail. Et ils le souhaitent d'ailleurs. Moi, première, j'aurais aimé conserver mon emploi. Ce qui n'est pas le cas. Tous les traitements Tous les traitements, à l'heure actuelle, ne sont pas remboursés, effectivement. Et est-ce que c'est reconnu en maladie de longue durée ? Alors, ce n'est pas toujours reconnu en affection longue durée. Souvent, il faut cumuler plusieurs pathologies pour pouvoir en bénéficier ou avoir de la chance d'être dans un département dans lequel la migraine va être plus reconnue que dans un autre département. On n'est vraiment pas tous égaux. Alors, docteur Gaillard, que fait la neurologie de France pour faire reconnaître la migraine ? Oui, je vais y répondre. J'ajoute sur le poids économique, ça a été très bien quantifié dans les pays occidentaux, soit en perte de journée de travail. En France, on estime 4 milliards d'euros par an le poids économique de la migraine. Et on pourrait injecter ne serait-ce que 10% de cette perte financière dans le financement des traitements. Ça serait extrêmement efficace. Ça a été soulevé par l'OMS. C'est disponible publiquement sur leur site et qui incite en fait les gouvernements, les gouvernements publics à investir plus dans le traitement que dans la perte financière liée à l'invalidité. Donc, alors que fait la neurologie ou la médecine française internationale ? En France, on a une particularité comme souvent, qui nous distingue, qui est qu'on a un très bon système de soins, mais quand on n'est pas inclus dans le système de soins... Il faut être dans les clous. Exactement. On est un peu dans le désert. Donc la migraine en fait partie, pour des raisons qu'on a déjà évoquées, sur le fait qu'elle est mal reconnue, mais au-delà de ça, il y a une difficulté qui est liée à... Donc, ce qui serait assez logique, ce serait de faire reconnaître la migraine chronique et sévère, à différents critères, on ne va pas détailler, mais chronique, on en a parlé, comme une maladie invalidante au titre de la LD30, ce qui serait déjà une bonne avancée. La deuxième chose... LD30, pourquoi 30 ? Alors, une des 30 pathologies chroniques invalidantes. C'est considéré quand même par l'OMS comme une des top 3 maladies les plus invalidantes dans le monde.
la migraine au sein des Et céphalées. oui, ça touche tous les jours. Et elle n'est pas dans le top 30 des maladies prises en charge en France. Donc, c'est une anomalie qu'il faudrait corriger. L'autre chose, c'est que on pâtit de notre perfectionnisme en France, c'est-à-dire que les traitements de dernière ligne, de dernière génération, qui sont une nouvelle vague de traitements, ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, ne sont pas remboursés. Donc, ils ont l'autorisation de mise sur le marché, ils sont distribués en France, soumis à une autorisation française et européenne, mais ils ne sont pas remboursés, ce qui est exceptionnel, hein. Il n'y a quasiment aucune autre pathologie comme ça. C'est très étonnant, Alors, quand la même. raison, elle s'explique, c'est que les traitements dans les études internationales, avec un niveau de preuve très élevé, comme, Oui. comme la médecine l'exige, ont été comparés à des comparateurs non actifs, ce qu'on appelle le placebo, qui est très important dans la migraine, il y a un effet Bien sûr. important. Ils n'ont pas été comparés à des molécules historiques. Et donc, l'autorité française, au XXIe siècle, exige une comparaison à molécules actives, et qui fait qu'ils estiment qu'il n'y a pas d'amélioration prouvée par rapport à ce qui existe, et donc, il n'y a pas de remboursement. Et on est coincé là-dedans depuis Et, une dizaine d'années. je suppose qu'il n'y a pas d'études déclenchées, extensives, avec une grosse cohorte pour prouver que les produits antimigraineux sont actifs versus un autre actif. Alors, il y a très peu d'études dans ce domaine. C'est vrai que là, il y a une responsabilité plus de l'industrie pharmaceutique, des laboratoires qui ont conçu ces études Oui. à leur guise. Le standard international fait que ça passe dans la plupart des pays occidentaux, aux États-Unis en premier lieu, où ils sont remboursés partiellement ou pris en charge depuis une dizaine d'années, sous réserve d'assurance privée. Par les assurances Bien privées, sûr. oui. Donc, j'ai des patients, par exemple, américaines ou brésiliennes, dont les traitements sont pris en charge parce qu'ils ont une assurance privée. Oui. Mais en France, on représente une mutuelle ce soir, les mutuelles ne peuvent pas rembourser ces traitements s'il n'y a pas de prise en Non, charge non, par c'est la sécurité adossé sociale. à la prise en charge par la Sécu. Exactement. Donc ça, c'est un Donc, vrai écueil c'est un cercle qui nous vicieux. différencie des autres pays européens. Pendant longtemps, les patients allaient se fournir de traitements à leurs frais parce qu'ils n'étaient pas encore en France. Il y avait un retard de commercialisation en Espagne, en Suisse, en Italie. Et aujourd'hui, dans tous ces pays limitrophes, le traitement est pris en charge. Nicolas Gaillard, en termes de traitement, quel type de traitement actuellement? Alors, on a plusieurs vagues historiques de traitement, des traitements non spécifiques qui fonctionnent chez la plupart des migraineux non sévères, dites épisodiques. Alors, il y a plusieurs classes pharmacologiques, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui vont limiter l'excitabilité neuronale dont on parlait par différents mécanismes d'action plus ou moins connus. On y retrouve des psychotropes, des antidépresseurs, des antihypertenseurs, des Pas des antiepileptiques. antalgiques, on est d'accord, c'est Alors, simplement symptomatique. Là, je parlais des traitements préventifs des crises de migraine. Donc, il y a D'accord. deux jambes, hein, comme je dis aux patients, dans la migraine, il y a deux jambes pour tenir debout, deux jambes thérapeutiques. Il y a le traitement de crise, pour couper la crise, et le traitement de fond, pour prévenir la crise. Traitement de fond, donc c'est ce que j'évoquais, des Voilà. molécules variées qui sont commercialisées, dont la plupart ont l'autorisation de mise sur le marché, qui sont remboursées, mais avec un niveau d'efficacité variable en fonction des patients, on va dire moyen, et qui ont beaucoup d'effets secondaires qui limitent leur usage. Et donc, Bien les sûr. migraineux les plus sévères, les plus à haute fréquence, mettent en échec, enfin, si on peut parler comme ça, sont en tout cas face à l'échec de ces lignes thérapeutiques. Et on arrive au traitement de nouvelle génération. Alors là, on peut citer la toxine botulinique, qui est pratiquée par certains neurologues, qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale, mais qu'on arrive à faire financer par des financements de forfaits liés au geste. Et il y a des nouvelles lignes thérapeutiques qui ciblent ce qu'on appelle un neuropeptide, qui est une petite molécule Oui. libérée dans les terminaisons neuronales du cerveau et en superficie, et qui vont activer, en fait, qui sont dans la cascade de la crise migraineuse. Et ces neuropeptides, donc là, c'est de la recherche dite translationnelle, ça veut dire que c'est 30 à 40 ans de recherche. On part de l'animal, de la connaissance de la migraine, on injecte ces molécules aux patients pour voir si on déclenche des crises, c'est le cas, et après on cible, on développe des médicaments. Donc aujourd'hui, depuis en fait 10 ans, mais en France depuis 2-3 ans, on va dire, 3-4 ans, on a à disposition ces médicaments qui ne sont pas remboursés, qui sont probablement, on ne peut pas les comparer directement, mais probablement les plus efficaces dont on dispose, avec des réponses thérapeutiques extraordinaires qui n'ont jamais été visualisées, enfin constatées chez des patients auparavant. Ça, c'est décrit C'est un vrai espoir. Ah oui, et puis C'est un vrai espoir. c'est efficace chez la plupart des patients, avec un taux d'efficacité qui est très élevé. Et qui sont excellemment tolérés. Donc le problème aujourd'hui, c'est leur accès en termes de financement et de C'est prix. ça. Ça, c'est les traitements de fond. La deuxième jambe, c'est les traitements de crise,
plus rapidement. Traitement de crise, le but, c'est de couper la cascade migraineuse quand elle s'installe dès les premiers symptômes. Donc c'est une cascade en fait qui augmente la crise au fur et à mesure. Exactement, il y a toute une cascade, un emballement des circuits de la douleur, mais pas que. Et en fait, on connaît bien, on observe bien ce qui se passe dans le cerveau et dans les terminaisons nerveuses. Et aujourd'hui, le but du traitement et des futurs traitements, puisqu'il y a encore aussi beaucoup d'actualité dans les traitements en ce moment et à venir, de crise, on essaie de couper, c'est vraiment des coupes-crises. Alors les anti-inflammatoires sont historiquement les plus premiers arrivés, qui restent efficaces, mais il y a des contre-indications, il y a des effets secondaires. Oui, bien sûr. On sait qu'au-delà d'un anti-inflammatoire par semaine ou 50 par an, on prend des risques sur plusieurs pathologies d'organes et qu'on est limité. L'autre traitement sont les triptans, qui sont disponibles, qui ont été développés dans les années 90, remboursés dans les années 2000 en France, tardivement, qui sont très efficaces, mais on a des résistants au triptan, à peu près 30% des patients, et il y a des effets secondaires qui limitent aussi leur usage. Donc on manque d'autres lignes thérapeutiques. Il y a 2 nouvelles lignes thérapeutiques qui viennent d'arriver sur les crises, qui sont commercialisées aux États-Unis. L'une des deux ne sera probablement pas commercialisée en France pour des raisons financières, parce qu'il n'est pas remboursé, et qui a des effets secondaires difficiles. Donc c'est la classe des ditans. Et puis enfin, la classe des GEPAN, qui est arrivée en octobre 2023 en France. Le premier a été commercialisé en pharmacie, pareil, disponible en pharmacie à un prix élevé, non remboursé, et qui est un mécanisme d'action différent. Donc élevé, c'est-à-dire de quel ordre? Voilà, il n'y a pas de prix fixe, ça dépend oui, des bien pharmacies. sûr, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Mais si on revient sur le prix conseillé en vente commerciale, après les différentes strates financières par le laboratoire, on arrive à peu près en moyenne 70 € pour 2 comprimés, c'est-à-dire 2 crises de migraine. Donc c'est 35 € la crise. Donc c'est un vrai sujet parce que c'est pas d'abord tout le monde ne peut pas suivre déjà, surtout qu'on a vu que les crises sont très fréquentes et donc c'est un vrai sujet. On est un peu dans une espèce de circuit kafkaïen où s'il n'y a pas de études contre produits actifs, la Sécu ne veut pas accepter l'efficacité qui a été faite contre placebo. Et malgré, je suppose qu'il y a de l'épidémiologie en grandeur nature avec le nombre de migraineux qu'il y a. Bien sûr. Après, donc on sait très bien on peut très bien cerner le vrai effet, etc. Donc là, la sécurité sociale ne peut pas rembourser, clairement. Et on arrive à des prix libres où le labo fait financer sa recherche comme ça, finalement, et sans l'aide de fonds publics pour arriver à diminuer le coût pour le patient. Tout à fait. Là, on estime, enfin, c'est la grille de définition de la Haute Autorité de Santé et qui définit ce qu'on appelle l'amélioration du service médical rendu en fonction ce qui est très méthodique, très rigoureux, assez scientifique, mais là qui dessert, en tout cas dans cette pathologie, clairement la prise en charge des patients, puisqu'on estime que l'amélioration du service médical rendu de toutes ces nouvelles molécules est nulle par rapport à ce qui existe, puisqu'ils n'ont pas été comparés. Donc on est coincé là-dedans, et la seule solution, ça serait de faire des études comparatives qui sont extrêmement coûteuses, que les autorités publiques ne financent pas et que les laboratoires ne se risquent pas non plus à financer. On n'a aucune chance que, par exemple, le secteur hospitalier lance une étude collaborative quand même. Oui, l'espoir peut venir du fait qu'il y a des données indirectes, soit qui viennent d'études comme vous l'avez cité, il y en a quelques-unes, avec des comparateurs actifs, mais il en faut plusieurs dans la médecine pour changer le niveau de preuve. Il faut plusieurs études congruentes dans différents pays. Donc c'est long et coûteux. L'autre possibilité, c'est que sur les données de vraie vie, comme vous l'évoquiez, les cohortes, on arrive à prouver le safety, la sécurité des traitements et en même temps leurs bénéfices avec un impact médico-économique. Et ça, je pense que ça va arriver. Et les pays anglo-saxons, les États-Unis Ils sont plus en avance que nous sur l'économie de la santé déjà. Tout à fait. Déjà, ils font des vraies études sur l'économie de la santé, que coûte le non-traitement et le non-accès à un traitement. Et du coup, ça favorise un peu le fait que ces produits-là soient pris en charge. Voilà. Alors Myrène, vous qui êtes du côté des patients, je suppose que vous avez beaucoup de commentaires sur l'accès au traitement, le prix des traitements, tous ces coûts-là. Est-ce que vos patients suivent ça déjà ? Alors, en tout cas, on informe énormément sur les réseaux en temps réel de tout ce qui arrive, puisque nous-mêmes, on s'informe. Effectivement, on a bien senti avec l'arrivée des anti-CGRP, ceux qui ne sont donc pas remboursés,
tout de suite une fracture en fait entre ceux qui pouvaient se le permettre, voire se priver pour se le permettre, et tous ceux qui n'y avaient pas accès. Oui. Moi, je reconnais par exemple que j'ai passé 6 mois avec un anti-CGRP à me le payer. C'est en moyenne 245 € une injection mensuelle. Sauf que voilà, on peut pas tenir sur la durée avec des montants pareils. Sans compter qu'au-delà de ça, on a d'autres coûts autour de la migraine, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas remboursées. Des Bien choses sûr. qui font beaucoup de bien, comme de l'ostéopathie, l'acupuncture, comme les lunettes, comme j'ai fait faire avec des fonds qui soulagent de la lumière artificielle, par exemple. Tout ça, c'est à nos frais, à notre charge, aux patients. D'accord. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'est inadmissible. On est tellement nombreux à être impactés que c'est proprement stupéfiant qu'on en soit encore là en France par rapport à Bien d'autres sûr, pays mais européens, alors, ne serait-ce on est qu'européens. dans le cas même où les précautions qui sont prises en termes d'études cliniques pour protéger le patient et faire en sorte que la sécurité sociale ne rembourse que des choses, des produits qui ont été prouvés comme actifs, on est dans un cas là où on est dans une impasse parce qu'on tourne en rond à cause du manque d'études contrôlées contre un produit actif. Oui, tout à fait. On en On est là. est- On en est là. Après, il y a le lobbying positif des associations de patients. Donc, il faut soutenir la voix des migraineux. Je le dis à tous Bien les sûr. patients, il faut adhérer. Parce que le poids de l'association... En fait, ils sont très dynamiques, c'est assez impressionnant. Leur site internet vraiment mérite. Et il y a une approche très scientifique. Ils s'appuient sur l'autre élément très important, qui est la Société française d'études des migraines céphalées, la société savante. Une société Et savante. tous les deux jambes de la migraine font avancer les choses. Mais bon, après, c'est du poids politique. On Oui. est exactement là-dedans. En fait, c'est de la représentativité par rapport au nombre de migraineux en France et le nombre d'adhérents. On n'a pas de poids auprès des institutions. Vous avez des antennes ailleurs que dans l'Hérault ou dans l'Occitanie? En réalité, il n'y a aucune antenne. Oui. Il s'avère que je vis dans l'Hérault et que je suis prête à donner de ma personne au-delà de mes migraines pour venir intervenir comme ici. Mais en réalité, on n'a aucune antenne, on ne reçoit pas de patients et on ne répond pas par téléphone. Par contre, on répond à tous les messages que nous recevons des patients. D'accord. Donc, pour les migraineux qui nous écoutent, il est important d'adhérer, on l'a compris. Comment on vous trouve, la voix des migraineux? Alors, on nous trouve donc sur Internet, lavoixdesmigraineux.fr. On nous trouve sur les réseaux sociaux. On est essentiellement actifs à l'heure actuelle sur Instagram et Facebook. Tous les jours, nous diffusons de l'information, des chroniques et des conseils. Et on a aussi une chaîne YouTube qui comporte presque 100 vidéos, dont énormément de webinaires que nous avons nous-mêmes mis en œuvre pour, par exemple, évoquer les traitements non médicamenteux, comme récemment avec un partenaire qui s'appelle Calia Pro. Par exemple, tu vas venir, Nicolas, faire un webinaire, je crois, au mois de mars ou d'avril, pour parler de l'hôpital de jour. Mais on a des choses sur les hormones féminines, sur plein de témoignages de Différentes patients, etc. solutions, témoignages Tout pour à qu'ils fait. se sentent soutenus. Voilà, on a des vidéos qui expliquent aussi tout ce qui est lié au handicap, à l'invalidité, en fait, pour essayer que les patients deviennent acteurs, sachent quels sont leurs droits, leurs possibles, et avancent, en fait. C'est comme ça que nous, on essaie de conserver de l'espoir. C'est qu'il y a des choses à faire quand même pour essayer de mieux vivre avec. D'accord. Alors, vous me tendez un peu la perche pour demander à Nicolas si un patient qui a des migraines, à quel moment il se débrouille avec son généraliste, à quel moment il faut aller voir un spécialiste. Ouais. Est-ce qu'on va ensuite dans des centres spécialisés? Donnez-nous un peu la démarche quand on est du côté patient, qu'on se sent un peu isolé comme ça. Exactement. Alors, c'est l'autre élément qui est en plein mouvement. Donc, c'est ce qui est quand même positif et intéressant dans cette pathologie actuellement, c'est que on en parle, on va faire bouger les lignes pour les raisons qu'on a dites de cette manière-là. Et l'organisation des soins est en pleine restructuration. Donc, l'idéal, on le connaît, comme souvent, il faut tendre vers ça. L'idéal, c'est 90% des migraineux devraient être pris en charge uniquement par un médecin de soins primaires parce que la pathologie est relativement simple. Donc, Le généraliste, donc le médecin généraliste référent. qui a une compétence en tant que médecin généraliste dans les céphalées et la migraine pour initier des traitements de crise dont on a parlé, les traitements de fond. Au-delà, il y a au moins, c'est peut-être une sous-estimation, mais 10% à peu près des patients migraineux qui vont requérir un avis complémentaire spécialisé auprès d'un neurologue libéral ou hospitalier.
Et parmi ces 10% de patients, il y en a environ 1 sur 10, donc 1% de tous les migraineux. On revient sur notre pourcentage de migraines chroniques ou sévères, qui va nécessiter une prise en charge en centre tertiaire, Oui. avec une approche pluridisciplinaire de la douleur, des comorbidités et de plusieurs lignes thérapeutiques qui se combinent, sur lesquelles il faut une grande expérience, sur lesquelles il faut un plateau technique, il faut une pharmacie centrale pour certains traitements, etc. Donc aujourd'hui, Donc c'est là, comme ça que les choses un s'organisent. centre antidouleur ou un centre référent migraine. Alors voilà, il y a un centre en France, à Paris, qui s'appelle le Centre Urgence Céphalée, qui est remarquable et qui est unique en France. Alors qui pourrait faire d'autres émules, mais enfin, ça s'est pas trop développé. Il a émergé dans les années, entre les années 90 et 2000, en 2000, je dirais, sans savoir exactement. Et aujourd'hui, on a peu de centres spécialisés. Alors, il y a des consultations dédiées, comme on la propose. Comme chez vous, à Beau-Soleil. Exactement. Ce qui se développe aussi, c'est des hôpitaux de jour dédiés à la pathologie migraineuse. On propose ça également. C'est assez rare pour l'instant, c'est en plein développement. Et puis, il faut articuler le réseau de soins entre la ville et l'hôpital, entre les centres tertiaires, experts, et les autres spécialistes. Et c'est ce à quoi on essaie de contribuer aux côtés de l'équipe universitaire du CHU pour le territoire de Montpellier, les équipes hospitalières au sens large et les acteurs libéraux. Donc ça, c'est important qu'il y ait un réseau comme ça, coordonné, Exactement. finalement, qui s'attache à trouver des solutions adaptées à chaque type de patient. Exactement. Et on parle, vous savez, c'est très dans le langage HAS, ANSM, institutionnel santé français, c'est le parcours patient. Ouais. Et aujourd'hui, le migraineux, on part de un peu zéro. Et on est en train effectivement de proposer ou de former ce réseau qui permettrait d'améliorer le parcours patient pour que les centres tertiaires ne soient pas saturés de patients qui peuvent être gérés en première ligne par un médecin de soins primaires, Oui. et réciproquement que les patients les plus sévères, les plus handicapés, les plus résistants, puisqu'on n'en a pas parlé, mais un des problèmes, c'est les formes pharmacorésistantes ou Rien ne fait. réfractaires de la Oui. migraine, qui devraient accéder à des centres spécialisés dans la migraine et ou des centres antidouleurs qui parfois viennent en soutien. Donc ça, c'est un très petit nombre quand même, je rassure. Oui. C'est un très petit nombre de patients. Enfin, en volume, c'est beaucoup. En proportion, c'est faible. Oui, Et c'est comme la ça. maladie est très fréquente, on en a parlé, ça reste un gros volume de patients à l'échelle du territoire. Bien sûr. Ça fait qu'à peu près combien de monde? Ben, je sais pas, Un je peux pas vous millier, dire. un millier. À quelle échelle, vous voulez dire? Territoire Languedoc. Sur le territoire de Montpellier, je dirais, c'est plusieurs milliers de patients qu'il Ah faut oui, prendre quand en même. charge de cette Voilà, manière-là. c'est Ah pour oui, oui. donner une échelle. Ah oui, oui. Donc c'est important. Est-ce qu'un patient qui est hospitalisé, là justement, il va avoir accès à ces traitements onéreux non remboursés? Sûrement pas. Un Pardon? patient hospitalisé Oui. dans un centre, là, Alors, va avoir accès à ces traitements exactement. exceptionnellement, Ouais. même s'ils ne sont pas remboursés dans le secteur public. Exactement. C'est la parade qui a été imaginée et trouvée par la plupart des centres tertiaires ou des centres impliqués hospitaliers dans la migraine, et sous l'égide, une fois de plus, de la Société française d'études des migraines Oui. céphalées, pour pouvoir donner accès aux patients. On a encore un système de soins hospitalier performant, avec des lacunes, mais on peut proposer notamment la toxine botulinique dont j'ai parlé, en Oui. injection, sans reste à charge pour le patient. On peut proposer actuellement une faible proportion, un faible volume de patients au goutte à goutte, les traitements de dernière ligne, les anti-CGRP par voie intraveineuse dans le cadre d'hôpitaux de jour, sous forme de perfusion, sans reste à charge pour le patient. On en est là. Oui. Donc ça, c'est important. Vous évoquez la toxine botulique. C'est quand même, il y a des effets secondaires. Alors, la toxine botulinique, il y a peu d'effets secondaires. Tous les traitements en ont. Tous les traitements, par Ben, définition, un bien sûr. traitement actif, il a toujours des effets secondaires. Il a un principe actif, donc il a des effets bénéfiques et des effets parfois inattendus ou attendus secondaires. Il en a plus ou moins. Oui. Plus les générations de traitements s'affinent et sont dites ciblées, et notamment, comme je le disais tout à l'heure, les thérapies dérivées de la recherche translationnelle, qui sont la marque des 30 dernières années d'innovation thérapeutique dans tous les domaines, notamment les biothérapies avec les anticorps monoclonaux dont on a Oui. parlé. Toutes ces thérapies, en général, on peut dire qu'elles ont moins d'effets secondaires que les thérapies historiques. C'est aussi un avantage. Parce qu'on cible un peu mieux.
Exactement, c'est plus ciblé. Et puis, il y a une sélectivité des traitements qui font que ceux qui ont un profil d'effets secondaires sont bien mieux éliminés, bien plus précocement qu'auparavant, où on étudiait moins bien, et sur moins de patients, sur moins de temps, ces traitements. Donc, c'est énormément amélioré là-dessus. Est-ce qu'on a des progrès en recherche sur les signes précurseurs, sur l'imagerie, sur tout ça? Alors oui, on comprend mieux le principe d'étudier une pathologie et ses mécanismes et ce qui se passe, c'est d'en découler des hypothèses thérapeutiques et derrière des cibles thérapeutiques. C'est comme ça que ça débute. Donc aujourd'hui, on a bien fait le tour, je dirais, de la crise migraineuse qui est bien circonscrite. On sait ce qui se passe. L'imagerie fonctionnelle, elle est là pour faire avancer les connaissances, mais en pratique courante, elle n'est pas nécessaire. La particularité de la migraine, c'est qu'on n'a on n'a pas beaucoup besoin d'examens complémentaires, peu d'examens biologiques, peu d'examens d'imagerie. C'est un diagnostic qui se fait en consultation avec un interrogatoire méthodique le diagnostic se fait en 15-20 minutes pour un médecin aguerri, généraliste ou spécialiste. Et on n'a pas besoin de grand-chose de plus, mais néanmoins, attention, la consultation spécialisée, elle vient aussi, on en parlait de l'approche thérapeutique, elle vient aussi pour éliminer des diagnostics différentiels de la migraine. Ça, c'est très important. C'est vraiment le rôle du neurologue d'éliminer avec d'autres examens, notamment visuels ou l'IRM cérébral, des pathologies qui miment la migraine et qui peut expliquer chez certains patients qu'on a une résistance au traitement et en fait, on se trompe de diagnostic. Ou alors, le plus souvent, c'est ça qui est compliqué, c'est une migraine c'est une autre pathologie qui prend le masque de la migraine, puisqu'en fait, elle survient sur un patient qui est migraineux, génétiquement prédéterminé à la migraine, et il a une autre pathologie qui crée des céphalées et qui va l'emballer. Et en fait, on s'acharne à traiter de migraine, mais qui est déclenchée par une autre pathologie. Déclenchés ailleurs et qui vont alimenter la Soit migraine. ailleurs, soit au niveau crânien. Crânien aussi, mais déclencher la migraine. Exactement. C'est terrible, ça. C'est extrêmement compliqué pour les patients. Et c'est ça Je qui le fait aussi reconnais. l'intérêt de la prise en charge, qui est très nouveau aussi, je pense, dans la migraine, d'une prise en charge pluridisciplinaire. Bien sûr. Alors, pluridisciplinaire, une approche globale, ça va être le futur, l'espoir des migraineuses, hein. Alors, c'est l'un des futurs, présents même, un Oui. des présents qui est en cours. Mais ça va se développer. Exactement. Bah oui, bien Beaucoup sûr. plus. Nicolas Oui, oui. Gaillard, vous êtes confiant, Nicolas Gaillard, on va vers du progrès. Ah oui, bah là, il n'y a aucun doute, c'est factuel. Il y a un progrès, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur la médiatisation, qui est la communication. Déjà à faire savoir. On a la chance oui. d'avoir Myrène chez nous. Myrène qui emploie, on et a la voix des compris. migraineuses, pour ça je dis il faut les soutenir. Franchement, moi j'apprends des choses sur leur site internet, même sur le plan scientifique, c'est béton. Et puis le site internet aussi de la société française SFEMC, la Société française d'études des migraines céphalées. On peut apprendre beaucoup de choses en tant que soignant, en tant que comprendre sa patient. pathologie, Exactement. ou comprendre en tant que soignant. Voilà. Alors l'autre aspect qui se développe beaucoup, comme dans toutes les pathologies chroniques, mais on n'est pas en avance dans la migraine, mais on est en train d'essayer de rattraper ce retard, de proposer cette offre de soins, qui est l'éducation thérapeutique, Oui. qui a été initiée surtout par les pathologies chroniques, invalidantes, rhumatologiques, diabétologiques et autres, et vasculaires ensuite, cardiovasculaires. Aujourd'hui, c'est l'heure de la migraine, entre autres, et on a besoin de patients impliqués, de patients experts, on a besoin de transmettre finalement aux patients la plupart des approches thérapeutiques, y compris non médicamenteuses, où finalement on ne va pas mettre 10 soignants derrière un patient migraineux toutes les semaines. C'est pas possible. Donc le but, c'est de transmettre des outils simples, que ce soit la gestion psychologique, la gestion physique type kiné, ostéopathie, relaxation, des choses comme ça qui permettent un peu d'enrayer. Voilà. Il y a plein d'approches qui sont aujourd'hui possibles de transmettre aux patients, et c'est le challenge de l'organisation pluridisciplinaire et de l'éducation thérapeutique, qui prend du temps. Cette éducation thérapeutique, elle prend du temps, c'est du goutte à goutte, ça dépend du public qu'on a, etc., bien sûr. Mais ça permet aussi de sortir de la culpabilisation du malade, non ? C'est peut-être Myrène qui va nous répondre. Mireille, dites-nous. Oui, je suis assez d'accord. Effectivement, ça permet en tout cas de... on sait que la migraine aujourd'hui, on n'en guérit pas. C'est une maladie dont on ne guérit pas à l'heure actuelle. Oui. Mais une fois qu'on a accepté ça, c'est déjà le premier travail du patient. Et moi, je reconnais que je l'ai accepté, je vais dire, à
90%, parce que comme tous les patients, il y a des moments où c'est assez insupportable de vivre avec. Cependant, une fois qu'on a accepté ça, on peut passer à la phase suivante, qui est je m'approprie ma maladie, mes symptômes, mes éléments prends un peu de déclencheurs, recul. voilà, tout ce qui se passe avant, pendant, après la migraine, et j'essaye, symptôme par symptôme, douleur par douleur, de m'apporter un mieux-être. D'accord. Franchement, c'est l'objectif de chaque patient. La lumière, on met des lunettes colorées, c'est ça. C'est ça, on Point cumule... par point, on voilà. essaye d'éliminer les facteurs déclenchants ou aggravants. Oui, exactement. Les facteurs déclenchants, aggravants ou d'inconfort, entre guillemets. Alors, l'inconfort chez le migraineux, c'est pas confortable du tout, de toute façon, une migraine. Mais, et on fait aussi appel à, comme le disait Nicolas, à du mieux-être, parce que la migraine, elle a un impact. Quand on pense migraine, on pense céphalée. On pense vraiment, ça se passe au niveau de la tête. Or, ça a un impact sur le corps entier. D'abord parce que moi, par exemple, j'ai ingéré un nombre incalculable de médicaments, soit en automédication, soit avec le suivi, évidemment, d'un médecin. Mais au-delà de ça, on a des douleurs qui peuvent être permanentes. Moi, je suis migraineuse chronique réfractaire. Donc, j'ai des douleurs assez permanentes. Je vois rien à moitié. Hein. Ah bah oui, moi, je suis comme ça. Le site, c'est canon. Les réseaux sociaux, tout va bien. Et la migraine, elle est réfractaire. Mais je suis quand même là ce soir, alors que j'avais une migraine tout à l'heure. Mais par exemple, moi, j'ai le soutien d'une kinésithérapeute 2 fois par semaine, d'une ostéopathe que je vois 1 fois par trimestre. Et j'essaye, autant que faire se peut, de faire appel à plein de techniques qui ont l'air comme ça. En fait, en réalité, c'est comme si on vous disait, voilà, migraineux, pensez à bien vous hydrater. Puis le migraineux, il va mal le prendre en se disant, mais c'est pas parce que je vais boire de l'eau que je vais guérir de mes migraines. Sauf qu'en fait, c'est un ensemble de choses qui sont gérer son alimentation, gérer son état physique, gérer son état émotionnel. La migraine, c'est extrêmement éprouvant. Ça met à mal les nerfs. Moi, il y a 4-5 heures en arrière, j'étais en train de pleurer chez moi, comme ça, simplement parce que la migraine était en train de se préparer, elle était en chemin. Bon, faut arriver. Elle est partie vous faire un café à chaque fois. Hein. Alors, et c'est pareil, il ne faut pas avoir d'excès de café non plus, parce que la migraine, c'est toujours gérer l'absence ou l'excès. Donc, il faut, voilà, on nous demande, les médecins nous demandent de tendre vers une vie la plus équilibré possible. Ouais. Évidemment, on est des êtres humains avant d'être des patients, donc on aura toujours des pas de côté. Moi, il m'arrive de boire de l'alcool, de faire la fête, encore heureux, sinon vraiment, je n'aurais plus de vie. C'est pas grave, l'essentiel, c'est de gagner du terrain. Exactement, l'essentiel, c'est de conserver cet espoir en un mieux-être. Exactement. Et attendre les nouvelles molécules, et attendre la prise en charge pluridisciplinaire, etc. Donc, la migraine... La migraine, on le voit bien avec ces facteurs multiples, elle est très invalidante. On fait quelques progrès, pas dans le remboursement des médicaments, on l'a bien compris, hein, mais dans une prise en charge globale, transversale, sur les différents facteurs. Donc, on gagne du terrain. Vous vous êtes mobilisé comme bénévole dans une association pour informer, pour faire savoir comment on peut gérer quand on est migraineux déjà sa vie quotidienne et puis aussi faire des témoignages pour que les gens soient un peu moins seuls. Donc bravo, je suppose que ça vous prend beaucoup de temps. Je voudrais aussi préciser que Nicolas Gaillard, vous avez une consultation migraine à Beau Soleil, donc c'est aussi un recours si quelqu'un a envie de savoir s'il a pris et il est pris en main correctement, vous pouvez donner des conseils. Oui, bien sûr. Alors, on est 2 neurologues sur l'Institut Mutualisme Montpellierin pour proposer des consultations migraines, Dr Hertz et moi-même. Et puis, il y a d'autres, évidemment, on est en coopération avec d'autres centres. La consultation de l'équipe du professeur Ducrot au CHU, les neurologues libéraux, soit en cabinet, soit en clinique. Et le principe, quand on est dans un centre tertiaire comme le nôtre, c'est de proposer des consultations dédiées aux patients les plus complexes. C'est ça. Donc, c'est important, cette gradation, vous l'avez bien expliqué, entre le médecin généraliste, le spécialiste, le centre spécialisé. C'est toute une démarche. Et donc, l'idée, c'est de ne pas prendre un gros maillet pour enfoncer un petit clou. Tout à fait. Après, il y a tout un aspect aussi dont on ne parle pas beaucoup, qui est sur la formation médicale. Et c'est toujours la même quadrature. Hein, c'est que... Il y a un défaut du poids relatif de l'enseignement en médecine générale, notamment sur ces pathologies.
Donc, avis à la nouvelle directrice et la nouvelle doyenne de la faculté de médecine pour augmenter le poids de l'information de la formation sur la migraine. Alors, avant de conclure, j'aimerais savoir s'il y a des questions dans la salle. Vous attendez le micro, si vous voulez bien, pour qu'on enregistre votre question et la réponse. Dans le micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, juste un point, comme on est à l'antenne et en vidéo, on ne va pas faire de consultation en privé. Hein. Voilà, je laisse répondre le médecin, mais voilà, c'est simplement ça. Alors, c'est une question assez générale. Les triptans, c'est quand même la classe reine des traitements de crise antimigraineux, mais il y a des contre-indications déjà. On ne peut pas les donner aux des patients à haut risque vasculaire, donc après un infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral en général, notamment. Et donc, les patients à très haut risque vasculaire, on ne peut pas leur donner. Ensuite, ceux à qui on peut les donner, il faut le prendre très tôt pour qu'il soit efficace. Il est efficace dans 70% des crises de migraine. On sait qu'il y a des migraines qui sont résistantes au triptan. Chez certains patients, c'est certains triptans. Chez d'autres, c'est tous les triptans. On parle de résistance au-delà de 3 triptans. Il y en a 7 qui sont commercialisés. Et les effets secondaires, ils sont très variables aussi. Alors, ce n'est pas prévisible, ce n'est pas prédictible. Il faut l'essayer. Au bout de 2-3 crises, s'il y a une intolérance et une inefficacité, on l'arrête. S'il est tolérable et efficace, on le continue. C'est très pragmatique. Les effets secondaires, il y en a différents. Ça peut être un des plus connus et qui peut être alarmant pour le patient, mais qui n'est pas grave. C'est une sensation d'oppression thoracique assez courte, assez brutale, dans les minutes qui suivent la prise de triptan. On peut aussi avoir un effet sédatif. On peut parfois avoir un effet émétisant qui augmente les nausées, paradoxalement, du migraineux ou de la migraineuse. Et puis, comme tous les traitements, des choses non spécifiques comme un malaise général. Et il y a des patients qui vous disent qu'ils ne supportent pas. On ne sait pas trop leur dire pourquoi, mais donc, voilà. Donc c'est très. Ils se sentent pas bien, quoi. Ils se sentent pas bien. Donc ça reste aléatoire. Et il faut, de toute façon, c'est une démarche thérapeutique, traitement de crise, traitement de fond, très pragmatique. On essaye, ça marche et on sait tolérer, on continue. Ça marche pas, on arrête. C'est mal toléré, on arrête. C'est aléatoire selon le patient et pas selon la période pour un même patient. Alors, un patient qui répond, en général, répond. Je sais bien qu'il n'y a pas de généralité en médecine, mais... Est-ce qu'il continue à répondre Est-ce qu'il dans la continue durée? à répondre, Oui. voilà. La plupart du temps, il continue à répondre. Alors, on parle des triptans, traitement de crise. Mais pareil, il y a les deux situations qui sont possibles. La plupart des patients gardent une efficacité à long terme, mais on peut avoir un effet d'échappement. Bien sûr. Notamment, c'est corrélé, ça s'est démontré, au volume de consommation mensuel. Au-delà d'un certain seuil, non seulement on a dit les médicaments et les triptans en font partie, peuvent induire des céphalées secondaires et aussi ça favorise l'effet d'échappement. Néanmoins, on a des patients en consultation qui prennent, il ne faut pas le dire, on ne dit pas leur nom, 30 triptans par mois, très efficaces et depuis des années. Donc là, dans ces cas-là, c'est très difficile de les sevrer, de l'enlever, de le faire réduire. La seule solution, c'est d'essayer les traitements de fond efficaces pour réduire la charge migraineuse. Avec un sevrage progressif dans l'autre sens. Alors, moi, je pense que l'approche la plus raisonnable et logique, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de trouver le traitement de fond qui va réduire l'activité de la migraine et amorcer une décrue de la consommation des crises. Par manque le sevrage brutal, c'est-à-dire j'arrête tous les traitements en milieu hospitalier ou à la maison avec un bonnet sur la tête, en arrêt de travail. C'est passé de mode, ça peut être utilisé, ça peut être une arme, une ressource pour certains patients qui sont vraiment dans une forme d'addiction aux antalgiques, notamment là c'est un message aussi qu'on passe sur les opiacés, les dérivés morphiniques sont absolument contre-indiqués dans la migraine pour plein de raisons et sont associés à un surrisque de morbimortalité cardiovasculaire également. Donc c'est dangereux. Donc quand on a des patients très dépendants, on peut proposer, oui, dans migraine, c'est une certaine dose, on peut proposer un sevrage et il y a une chance sur 3, voire sur 2 que ça améliore la situation après. Mais c'est quand même une épreuve difficile qu'on fait très rarement. On voit bien que c'est quand même complexe. Autre question dans la salle, madame ? Je voulais savoir si les cures dans les stations thermales peuvent faire du bien et aussi le cannabis thérapeutique, si ça peut avoir une action.
Oula, alors, C'est dit. j'ai pas bossé là-dessus. Cure thermale, c'est pas remboursé par la sécurité sociale dans la migraine et à ma connaissance, qui est imparfaite, en tout cas sur ce domaine-là, le niveau de preuve n'existe pas, donc on ne peut pas recommander la cure thermale. Par contre, il y a un élément Ça peut détendre comme la sophro. Exactement. Il y a un Voilà. élément qui est très important dans la migraine, un élément général qui s'applique à tout et qui fonctionne. On a parlé de l'effet placebo et c'est démontré dans toutes les études de thérapie non pharmacologique avec des bons niveaux de preuve dans des revues internationales. C'est par exemple le yoga, l'acupuncture, qui montrent que quand on ajoute une thérapie, alors il faut qu'elle soit active et efficace, on améliore les choses par rapport à ne pas le faire. Alors, il y a aussi des comparateurs, on fait semblant et on fait, et en général, la thérapie active est meilleure, mais rajouter une ligne thérapeutique de prise en charge, donc on pourrait imaginer la cure thermale comme ça, le fait d'être pris en charge améliore les choses sur le vécu et souvent sur la fréquence des crises également. La deuxième question, donc, c'était sur le cannabis. Cannabis thérapeutique. Alors, le cannabis n'a pas d'indication aujourd'hui d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché dans la migraine, mais ça peut être, les dérivés cannabinoïdes sont des puissants antidouleurs dans certaines situations. On sait aussi que la consommation de cannabis, je ne sais pas si on peut parler d'illicite, contient des substances qui peuvent aggraver la migraine. Augmenter. Alors, vasoconstrictrice, aggraver la migraine, déclencher des céphalées secondaires, notamment le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. Donc, on est plutôt, pour l'instant, peu enclin à proposer ça. Peut-être ça peut être discuté dans les centres antidouleurs où il y a un usage des dérivés cannabinoïdes. Pour l'instant, on en est là. Bien, donc on voit bien que cette migraine est vraiment complexe. C'est un vrai fléau au niveau de la santé publique. Elle est complexe à gérer et je parle sous le contrôle de Myrène Béac-Sétegui, bénévole à la Voix des migraineux. Il est important de ne pas rester isolé, de se renseigner, de s'informer, de chercher des ressources. Ah oui, je pense que c'est vraiment une Voilà. étape primordiale dans la vie d'un migraineux. Et docteur Nicolas Gaillard aussi, se laisser guider dans le schéma de consultation d'un généraliste, d'un spécialiste, d'un centre. Oui, alors le message simple, c'est être pris en charge. Être pris en charge et On guidé. voit quand même des migraineux qui sont victimes de l'absence de prise en charge, et c'est Oui. pas malgré eux, et d'autres qui ont fait une espèce de déni ou de pas de prise de conscience. Donc le premier message, c'est médicaliser C'est ça, c'est une vraie pathologie. On s'en occupe comme d'une pathologie avec un praticien et une médicalisation et un suivi. Je vous remercie, docteur Nicolas Gaillard. Je rappelle que vous êtes neurologue à l'Institut mutualiste montpelliérain, clinique Beau Soleil, partenaire de ce Café Santé, animé par Radio Aviva. Et je remercie également Myrène Béac-Sétegui, la voix des migraineux, qui donne toute son énergie malgré ses migraines pour renseigner les migraineux et qu'ils puissent trouver des ressources. Je vous remercie le public du Gazette Café et le Gazette Café pour son accueil, parce que ça a été extrêmement interactif. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais le temps a couru. Donc, vous retrouverez ce Café Santé sur Radio Aviva et sur nos réseaux sociaux en vidéo. Je vous remercie. Merci à chacun. Merci Merci docteur. beaucoup Merci. pour l'invitation.